Alors voilà, nous sommes partis pour un voyage dans notre imaginaire et un voyage dans notre monde futur. Mais parfois, pour mieux dessiner l'avenir, il vaut mieux se souvenir d'où nous venons. Par exemple, prenons l'un des premiers grands voyages organisés. C'est un voyage dont la trajectoire était un peu duel. On partait de France ou de Belgique et on se dirigeait vers le Moyen-Orient. Déjà. C'était un voyage à forte connotation religieuse. Déjà. Celui-ci était d'ailleurs béni par le pape. Ces voyageurs partis de chez nous ont pris leur temps. Et comme ils voyageaient par voie de terre et que la logistique était un peu défaillante, ils ont dû se ravitailler sur place, parfois au détriment de la population locale, notamment dans la ville de Mara, au nord de la Syrie actuelle. Pour fêter leur victoire, racontent les chroniqueurs locaux, les croisés mangent les enfants. Je ne sais pas pourquoi mon instituteur avait passé sous silence ce petit élément quand il nous racontait comment on avait délivré le tombeau du Christ. Les nôtres, non seulement mangeaient les Sarrasins, mais aussi les chiens, rapporte Albert d'Aix, un des capitaines de la première croisade. Manifestement, qui mange les Sarrasins, ça passait encore. Mais les chiens, il ne faut pas déconner. Alors cette première croisade a été un traumatisme tout à fait gigantesque, parce que sur place, on y a trouvé des choses, on s'en est emparé, et on a oublié à qui on les devait. Il en reste une expression, nous avons été vaincus par un monde sans valeur. Je trouve cette expression dans beaucoup d'endroits du monde. Alors effectivement, les croisés ont un peu oublié ce qu'ils ont pris et à qui ils le doivent. Par exemple, imaginons un rassemblement d'esprits brillants, férus d'informatique et de technologies nouvelles, dans un château Renaissance. Alors on se salue, on se félicite, on se remercie, on se congratule, on constate que tous les hommes ont égaré leur rasoir il y a 4 jours, mais pas un mot, pour celui qui a rendu cela possible. Cela, c'est-à-dire l'informatique, mais aussi le château, et en fait la Renaissance. C'est celui dont les apports étaient déjà présents au Moyen-Orient au moment de la première croisade, celui dont vous citez le nom presque chaque jour, et que je vous demande d'applaudir, j'ai nommé le célébrissime Al-Khwarizmi. J'en vois qui n'ont pas l'air de bien remettre. Peut-être qu'ils ne connaissent que le nom francisé de ce monsieur. Algorithme. Celui qui a ramené d'Inde, 2 siècles plus tôt, le zéro et la numération de position. Zéro et numération de position sans lesquelles il n'y aurait rien de la science moderne. Pas même de smartphone. Je tiens à rappeler aux plus jeunes d'entre nous que les archéologues ont trouvé trace de plusieurs sociétés dépourvues de smartphones, dans lesquelles les hommes se parlaient directement de bouche à oreille et étaient alors obligés de se ménager les uns les autres. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on ne ménage plus les hommes, on les manage. Je crois que la différence est importante. Alors oui, avoir été vaincu par un monde sans valeur est un traumatisme gigantesque qui hante le monde arabo-musulman depuis et jusqu'à aujourd'hui. Et les indices sont très forts.
nous sommes toujours les croisés pour Abu Bakr el-Baghdadi, le calife autoproclamé de l'organisation Daesh. Et depuis, l'histoire ne cesse d'aggraver la situation. La conquête de l'Algérie et ses innombrables massacres, le décret Crémieux de 1870 qui institue une opposition toute nouvelle entre juifs et musulmans, les guerres du Golfe, nous allons ramener l'Irak au Moyen-Âge, disait George Bush, père. Tout ceci est inconscient, bien sûr. Mais le monde contemporain ne cesse d'ouvrir les vannes de la violence en augmentant les frustrations et en supprimant les freins. Imaginez. Imaginez un monde qui est comme seul horizon la consommation. Travailler plus pour gagner plus et qui en même temps détruit des emplois. Imaginez un monde où on pourrait entendre « Je sors d'une école d'ingénieur, mais je m'appelle Mohamed et j'habite dans le 93, je ne trouverai jamais d'emploi. » Imaginez un monde où les puissants nous demandent de ne pas réfléchir. Ne cherchez pas à comprendre, parce que chercher à comprendre, c'est commencer à excuser, dit un jour un président de la République. N'essayez pas d'expliquer. Expliquer, c'est un tout petit peu excuser, lui répond plus tard un Premier ministre. Le retour de l'obscurantisme. Imaginez un monde si complexe que l'expliquer à nos enfants relève de Mission Impossible 5, mais sans gadget. Imaginez un monde de plus en plus complexe et où les sociétés, par paresse, réduisent sans cesse leur vocabulaire. 750 mots pour la presse quotidienne régionale, alors que notre langue en comporte 140 000. Alors nous n'avons plus de mots pour dire nos mots. Imaginez un monde où il n'y aurait plus rien de sacré, à part le smartphone. Alors tout est relatif. À qui se fier? Alors dans ce contexte, évidemment, les porteurs de solutions simplistes font fortune. Pour les uns, une simple solution politique toute faite suffit. Un parti populiste qui fait d'un principe un programme, plus l'ignorance est grande, plus les avis sont tranchés. Pour d'autres, à la recherche de l'ordre, c'est la police ou l'armée. Jamais les candidatures n'ont été aussi nombreuses. Pour d'autres, c'est tout à la fois. Obéissance aveugle sans poser de questions. Revanche historique contre les croisés. Violence sacralisée et absolution des fautes. Et en plus, 70 vierges en prime si vous allez jusqu'au bout du programme. Le package complet pour les enfants perdus de la démocratie sans but. C'est si tentant. Pour tous, il n'est pas nécessaire d'être d'origine musulmane, homme ou ignorant, même si ça aide. Le djihad comme réponse globale. Alors face à cette situation, il faut bien sûr rêver, oser, changer. Il faut rêver le recul du cynisme. Il faut oser la naïveté et il faut changer nos habitudes pour redonner du sens à notre monde. Alors deux pratiques simples que chacun peut mettre en œuvre dans son entourage et qui reprennent le fil conducteur de notre rencontre. Rêver, oser, changer. D'abord, allons voir l'école ou le collège de notre secteur, celui peut-être où nos enfants sont scolarisés. Suggérons une pratique simple aux enseignants, le mot du jour. Chaque jour est annoncé à l'entrée de l'établissement scolaire un mot par niveau scolaire. Alors les enfants sauront que ce jour-là, tous les enseignants vont utiliser ce mot.
Au collège, ce sont 6 enseignants qui vont utiliser le même mot de 6 façons différentes. Alors dans la cour, les sujets de conversation changent, la violence diminue. 4 ans de collège, c'est 800 mots nouveaux pour les enfants. Déjà, à la fin de la 3e, la presse quotidienne régionale ne leur suffit plus. Quand les enseignants oublient de mettre un mot nouveau, les enfants sont déçus. Il faut pouvoir disposer des mots pour dire ses peurs et ses sentiments. Ce simple mot du jour a créé une dynamique d'apprentissage dès l'entrée. Elle implique les parents qui nous en font part de leur enthousiasme. Dit Salima, qui a mis en place le mot du jour au lendemain du 13 novembre 2015. Les mots contre la barbarie. Ensuite, il faut reprendre la question religieuse par un autre bout. Aujourd'hui, les communautés musulmanes essayent, constatant qu'elles sont à l'étroit dans des lieux de culte trop exigus, trop peu nombreux, elles essayent d'en créer de nouveaux, mais se heurtent à l'hostilité de la population locale où l'islamophobie progresse, encouragée par les démagogues de tous bords. Alors proposons à la communauté musulmane une autre approche, la construction d'un lieu unique, multiculturel, pour tout le monde. Un même bâtiment, qui servirait en substance le vendredi pour les musulmans, le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens, le reste de la semaine pour les bouddhistes, les agnostiques et tous ceux qui pensent que l'on peut se retrouver en se recueillant dans le même lieu. Que tous puissent tous les jours prier, méditer, se recueillir, prier, méditer, se recueillir, primaire. Impossible, dites-vous. Oh, ça existait déjà dans l'aérogare d'Orly Sud en 1962. Il y a une salle polyculturelle dans la maison d'arrêt la plus proche d'ici, à Osny-Val-d'Oise. Et aujourd'hui, la technologie numérique permet toutes les audaces pour donner en un même lieu des décorations, des ambiances, des fonctionnalités variables. Par sa simplicité même, cette idée lève un très grand nombre d'obstacles. Évidemment, chaque confession paraît avoir ses exigences un peu contradictoires. Mais en fait, regardons bien. Rome, vue d'ici, c'est dans quelle direction ? Là. Ah oui, et Jérusalem ? Là. Et la Mecque ? Là. Amusant, non ? Alors aujourd'hui, il faut protéger les mosquées contre les actes islamophobes. Il faut protéger les synagogues contre les actes antisémites. Il faut protéger les églises contre les actes terroristes. Petit glissement de vocabulaire au passage. Ce nouveau lieu, il n'y a pas besoin de le protéger. Il se protège tout seul. Et il retrouve la fonction première d'un lieu de méditation, relier les hommes. Il va falloir trouver un architecte intelligent qui a envie de faire figurer sur sa carte de visite concepteur du premier site multiculturel qui a mis fin aux guerres de religion au début du 3e millénaire. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de volontaires dans la salle. D'ailleurs, en regardant bien, je vois qu'il y en a qui sortent des calepins. Financer une mosquée, c'est très compliqué aujourd'hui. Pour financer un lieu pareil, il n'y a rien de plus simple. On ouvre un compte de financement participatif sur le net et les 4 millions de participants à la marche du 11 janvier 2015 apporteront le rebol avec un immense plaisir. J'ai participé au financement du premier site multiculturel de France. Alors oui, évidemment, la naïveté contre le cynisme, l'utopie contre la barbarie, l'utopie ou la mort, disait déjà René Dumont.
2 pratiques simples que chacun peut mettre en route chez soi, lundi matin,